L'infidélité de ma femme a failli me tuer, mais la femme de son amant avait un plan de vengeance qui m'a sauvé la vie. L'infidélité de ma femme a failli me détruire, mais c'est finalement la femme de son amant qui a élaboré un plan de vengeance qui m'a littéralement sauvé la vie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et d'où vous lisez cette histoire. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui m'a appris que parfois, la personne que l'on considère comme un ennemi peut devenir un allié insoupçonné. Jamais je n'aurais imaginé éprouver de la gratitude envers une femme qui, indirectement, avait causé la chute de mon mariage. Pourtant, la vie a un sens de l'ironie qui dépasse l'entendement. Je m'appelle Julien, et voici comment la trahison de mon épouse m'a conduit à une alliance que je n'aurais jamais cru possible. 12 ans. C'est la durée pendant laquelle Sophie et moi avons partagé notre vie avant que tout ne s'effondre. Nous nous étions rencontrés pendant nos études supérieures, mariés à peine diplômés, et j'étais persuadé que nous avions construit une relation solide et durable. Elle occupait un poste de coordinatrice marketing dans une entreprise de technologie, tandis que je travaillais comme comptable dans un cabinet de taille moyenne. Nous vivions dans une maison de banlieue plutôt confortable, avec notre Golden Retriever, Buster. Rien de sensationnel, rien de glamour, mais c'était notre quotidien, et j'y trouvais mon équilibre. Avec le recul, je me rends compte que les signaux d'alarme étaient là depuis un moment. Ils le sont toujours, non? Les soirées à rallonge au bureau sont devenues plus fréquentes, les déplacements professionnels se sont multipliés, souvent sans raison valable. Elle faisait plus attention à son apparence, en disant que c'était seulement pour se sentir mieux dans sa peau. Son téléphone, autrefois abandonné sur le canapé, restait désormais constamment à portée de main, toujours posé face contre table, comme pour dissimuler quelque chose. Mais je refusais de croire à une trahison. Après 12 années de mariage, je voulais croire qu'on ne remet pas tout en question sur des soupçons sans fondement. C'est du moins ce que je tentais de me convaincre pendant que je regardais, impuissant, notre vie commune se déliter sous mes yeux. Le tournant est arrivé un jeudi soir, en octobre. Sophie m'avait dit qu'elle devait rester tard au travail pour finaliser une campagne, mais quelque chose m'a poussé à passer devant son entreprise vers 21h. Le parking était désert, à l'exception de la voiture du gardien. La sienne avait disparu depuis longtemps. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Lorsqu'elle est rentrée vers 23h30, parfumée d'une eau de Cologne qui n'était clairement pas la mienne, j'ai compris. Savoir quelque chose et être prêt à l'admettre sont pourtant deux choses bien distinctes. Je n'étais pas encore prêt à faire exploser notre vie pour une simple intuition. La véritable preuve est arrivée 3 semaines plus tard. Ce jour-là, Sophie prenait sa douche, et son téléphone était en train de charger sur la table de nuit. Il s'est allumé, affichant un message venant de quelqu'un nommé « Salle de conférence B ». Malgré l'écran verrouillé, j'ai pu lire assez de l'aperçu « J'ai hâte de te sentir à nouveau demain ». Mes mains tremblaient lorsque j'ai essayé de deviner son code. Sa date de naissance? Échec. Notre anniversaire de mariage? Pas mieux. Puis j'ai tenté la date de naissance de Buster, et l'appareil s'est déverrouillé. Ce que j'y ai découvert a pulvérisé en 30 secondes les 12 années que j'avais passées à ses côtés. Des mois et des mois de messages explicites, des photos que j'aimerais pouvoir effacer de ma mémoire, des plans arrangés en fonction de mon emploi du temps, des réservations d'hôtels, une montagne de mensonges. L'homme s'appelait Laurent Morrison, et il n'était pas simplement un collègue, leur liaison durait depuis plus de 8 mois. J'ai immortalisé chaque message par des captures d'écran. Je sentais mon cœur cogner tellement fort que j'ai cru qu'il allait s'arrêter. J'ai remis son téléphone exactement à sa place et je suis resté assis dans le salon jusqu'à l'aube, le regard vide, incapable de comprendre ce que ma vie venait de devenir. La confrontation a eu lieu le lendemain matin. J'ai imprimé plusieurs messages et je les ai placés sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de sa tasse de café. Quand elle est descendue, encore en peignoir, j'ai vu son visage se décomposer en les découvrant. « Julien, je peux t'expliquer » a-t-elle commencé. J'ai levé la main pour l'interrompre. « Stop. Je ne veux pas t'entendre. Je sais tout. J'ai tout en main. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Ce qui a suivi a été la conversation la plus déchirante de mon existence. Elle a fondu en larmes. Elle s'est excusée, m'a supplié de lui pardonner. Elle prétendait que leur relation n'avait aucune importance, que c'était purement physique, qu'elle m'aimait toujours et voulait réparer notre mariage. Mais ensuite, elle a lâché la phrase qui m'a transpercé plus que toutes les autres trahisons, « Laurent me comprend comme tu n'en es plus capable. Avec lui, je me sens enfin vivante. » C'est précisément à cet instant que j'ai su que tout était terminé. Pas à cause du sexe ni à cause des mensonges, mais parce qu'elle avait trouvé chez lui ce qu'elle avait cessé de chercher avec moi. Peut-être que nous nous étions éloignés progressivement, sans même nous en rendre compte. Mais au lieu de m'en parler, au lieu d'essayer de reconstruire ce que nous avions, elle avait préféré bâtir une autre relation tout en me gardant comme filet de secours. Je lui ai annoncé que je voulais divorcer. Je lui ai dit que j'avais déjà pris contact avec un avocat. Et je lui ai donné une semaine pour trouver un nouveau logement, parce que je refusais de partager une maison avec quelqu'un qui m'avait menti pendant 8 mois. Elle s'est installée chez sa sœur le week-end suivant, en attendant de trouver un appartement. La maison paraissait vide sans elle, mais étrangement, pour la première fois depuis longtemps, elle me semblait vraie. Buster avait l'air perdu, mais les chiens ont cette capacité incroyable à s'adapter. La procédure de divorce s'est enclenchée immédiatement. J'avais amassé suffisamment de preuves pour compliquer sérieusement les choses pour Sophie, et elle en était consciente. Son avocat lui a conseillé de régler l'affaire rapidement et équitablement, ce qu'elle a fait. Nous avons partagé nos biens par moitié. Elle a récupéré sa voiture et quelques affaires personnelles, et c'était terminé. 12 années réduites à des signatures et des papiers officiels. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette séparation. En réalité, c'est là que le récit commence à prendre une tournure inattendue. 2 mois après son départ, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout s'est présentée, elle s'appelait Camille Morrison. La femme de Laurent. C'est ainsi qu'elle s'est présentée. Je pense que nous devrions parler, m'a-t-elle dit, et il y avait dans sa voix quelque chose de si sérieux que j'ai accepté de la rencontrer ce même après-midi dans un café du centre-ville. Quand je l'ai vue, Camille n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Elle semblait avoir un peu plus de 40 ans, avec des mèches grisonnantes qu'elle ne prenait même pas la peine de cacher et des yeux marqués par la fatigue, comme si elle se débattait avec cette situation depuis bien plus longtemps que moi. Elle a simplement commandé un café noir, sans sucre, et est allée droit au sujet. « Depuis quand savez-vous pour Laurent et votre femme » m'a-t-elle demandé. « Environ 2 mois, ai-je répondu. « Et vous » Elle a laissé échapper un rire amer, un rire sans la moindre trace de joie. « Essayez 2 ans. » 2 ans. Alors que je n'avais découvert la liaison de Sophie que récemment, Camille vivait depuis presque le début en sachant que son mari la trompait. Mais elle n'avait pas agi aussitôt. À la différence de moi, elle avait choisi d'observer, de collecter des preuves et de préparer son coup avec la patience et la prudence d'une femme qui avait déjà connu la douleur. Laurent m'a déjà fait ça au moins 3 fois, m'a-t-elle expliqué. À chaque fois que je l'ai confronté, il m'a juré que c'était terminé. Et j'ai voulu le croire, surtout pour nos 2 enfants. Je pensais que préserver notre famille était plus important que ma fierté. Mais cette fois-ci, c'était autre chose. Camille n'était plus disposée à jouer le rôle de l'épouse indulgente qui ramasse pied à pied les morceaux brisés. Je documente tout depuis 18 mois, a-t-elle ajouté en posant un dossier épais sur la table. Il contenait des relevés bancaires prouvant l'argent dépensé en hôtels et en cadeaux, des extraits de cartes de crédit, des conversations récupérées de ses anciens téléphones, des photos, et même des vidéos provenant des caméras de surveillance d'un des hôtels où il retrouvait ses maîtresses. La somme des preuves était écrasante, bien plus complète que ce que j'avais réussi à réunir en quelques semaines de recherche maladroite. Camille avait fait preuve d'une méthode, d'un sang-froid et d'une détermination presque professionnelle, révélateur à la fois de son intelligence et de sa souffrance. Pourquoi me montrer tout ça, ai-je finalement demandé. Elle a inspiré profondément. Parce que Laurent n'a pas la moindre idée que je suis au courant de sa relation avec votre femme. Il pense que je n'ai découvert que ses anciennes liaisons.
Mais je suis ses activités en temps réel depuis des mois. Je sais exactement quand et où il voit Sophie. Elle poursuivit, je connais leurs projets, leurs discussions, et même ce qu'ils envisagent pour l'avenir. Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Leur avenir. Elle a acquiescé sombrement. Laurent dit à Sophie qu'il me quittera dès que votre divorce sera terminé. Il lui a promis qu'ils seraient ensemble officiellement quand vous serez tous les deux libres. Il a même commencé à consulter des annonces d'appartements pour eux deux. Savoir que Sophie n'entretenait pas seulement une liaison, mais qu'elle construisait un futur avec lui en parallèle de notre mariage, a rendu la trahison encore plus amère. Puis Camille m'a révélé ce qui changeait tout. La vérité, c'est que Laurent n'a pas l'intention de me quitter. Il m'a juré qu'il voulait sauver notre mariage. Il m'a même dit qu'il avait rompu avec toutes les autres femmes. Il m'a parlé de renouveler nos vœux, pour soi-disant repartir de zéro. Je la contemplais en essayant de comprendre toute la portée de ses mots. Il vous ment à tous les deux. Elle a hoché la tête. Exactement. Et je refuse de me laisser berner une fois de plus. Mais surtout, je refuse qu'il continue de détruire des vies comme il a détruit la mienne. Elle a ajouté, votre femme ne mérite pas ce qu'il lui réserve, même si elle ne mérite pas forcément votre pardon non plus. Ce que Camille m'a proposé par la suite représentait certainement la situation la plus moralement ambiguë dans laquelle je me sois jamais retrouvé. Elle voulait dévoiler à la fois à Sophie et à moi, au même moment et au même endroit, toute la vérité sur Laurent, de manière à ce qu'il ne puisse plus manipuler aucun de nous. Je veux les inviter à dîner, chez moi, a-t-elle expliqué. Laurent croit que ce sera une soirée romantique, où je lui pardonnerai tout. Et Sophie pensait que ce serait le moment où il avouerait à Camille leur relation et lui demanderait le divorce. Le plan était aussi minutieux que cruel. Camille avait préparé un dîner spécial, avec des copies imprimées de toutes les preuves qu'elle avait amassées depuis 2 ans. Chaque liaison. Chaque mensonge. Chaque promesse faite à différentes femmes, tout en faisant croire à sa propre épouse qu'il voulait sauver leur couple. Elle m'a demandé de venir au moment du dessert, sous prétexte de rapporter un objet que Laurent avait laissé chez moi lors de leur dernière rencontre. Quand vous arriverez avec vos preuves de leur relation, et que je sortirai les miennes montrant que Laurent n'a jamais eu l'intention de me quitter, tout s'écroulera instantanément. Sophie comprendrait que l'homme pour qui elle avait détruit son mariage n'avait jamais eu l'intention d'être avec elle. Laurent réaliserait que son épouse et le mari de sa maîtresse savaient tout. Et tous les deux découvriraient enfin les conséquences de leurs actes. C'était terrible. C'était soigneusement orchestré et cela les mettrait face à leur propre humiliation. Mais après avoir été trompé, écrasé par le doute et la honte, l'idée de reprendre une forme de contrôle était presque grisante. J'ai accepté d'aider Camille. Le dîner a été fixé pour un vendredi soir de décembre. Camille s'est donnée à fond, elle a préparé le plat préféré de Laurent, dressé la table avec leur vaisselle de mariage et même acheté une bouteille de vin de l'année de leurs noces. De l'extérieur, tout ressemblait à une tentative sincère de sauver un couple, pas de le réduire en miettes. Je me suis garé à quelques maisons de chez eux, à 20h30, en attendant le message de Camille. Mes mains tremblaient quand je suis sorti de la voiture et que j'ai monté les marches menant à leur porte. À travers la fenêtre, je pouvais déjà voir Laurent et Sophie, assis à table, un verre de vin à la main, détendus et souriants, comme si de rien n'était. La scène m'a poignardé en plein cœur. Camille a ouvert la porte avec un sourire si froid qu'il aurait pu trancher du verre. « Julien, tu tombes à pic », lança Camille. « Laurent, regarde donc qui est venu nous rendre visite. » Le regard que Laurent a posé sur moi au moment où il m'a reconnu valait à lui seul tous les mois de souffrance que j'avais dû encaisser. Sophie, elle, est devenue livide, son verre de vin lui a échappé des mains et s'est brisé en éclats sur le carrelage. « Camille, qu'est-ce que tu fais ?» balbutia Laurent, mais Camille ne lui prêta aucune attention. Elle s'était déjà dirigée vers la salle à manger où elle avait aligné, bien en évidence, tous les dossiers et les preuves qu'elle avait accumulés. « Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation honnête, » dit-elle avec une calme maîtrise. « Laurent, tu te rappelles de Julien, j'imagine ? Le mari de Sophie.
Les 30 minutes qui suivirent furent parmi les plus inconfortables de mon existence. Camille a déroulé ses preuves avec une précision chirurgicale, expliquant chaque relevé, chaque photo, chaque message et chaque élément de surveillance. Laurent a d'abord tenté de tout nier en bloc, puis s'est mis à accuser tout le monde sauf lui, avant de finir paralysé par le silence, acculé par la vérité qui lui éclatait enfin au visage. Sophie pleurait, mais ce n'était ni du regret ni de la culpabilité. C'était la rage et l'humiliation de découvrir que ses rêves reposaient sur un tissu de mensonges. Quand Camille a sorti les SMS où Laurent jurait avoir rompu avec toutes ses anciennes maîtresses et promettait de sauver son mariage, Sophie a regardé Laurent avec un mépris si intense que j'en ai presque eu un frisson de pitié. La soirée s'est conclue d'une façon chaotique, Laurent a quitté sa propre maison en claquant la porte, Sophie a appelé sa sœur afin qu'elle vienne la récupérer, et Camille et moi nous sommes retrouvés seuls dans sa cuisine, à partager une bouteille de vin, encore sonnée par ce que nous venions d'orchestrer. « Tu te sens mieux ?» m'a-t-elle demandé. J'ai pris un moment avant de répondre, je n'en sais rien. Et toi? Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de pouvoir avancer, m'a-t-elle confié. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans l'angoisse, en sachant que mon mariage n'était qu'une façade, mais sans avoir la force d'y mettre un terme. Ce soir, Laurent a fini le travail pour moi. Camille a demandé le divorce dès le lundi suivant. Laurent a tenté de rattraper les choses, il a essayé de reconquérir Camille, puis Sophie, puis même une autre ancienne maîtresse, mais sa réputation était irrémédiablement ruinée. L'histoire s'est répandue au travail, chez les amis, et jusque dans leur famille. Plus tard, il a finalement été muté dans une autre ville, mais il était déjà trop tard pour réparer ce qu'il avait détruit. Quant à Sophie et moi, nous n'avons plus jamais échangé un mot après cette nuit. Notre divorce a été finalisé 2 mois plus tard, et elle a déménagé à l'autre bout du pays dans l'espoir de recommencer à zéro. J'ai appris par des amis en commun qu'elle avait passé beaucoup de temps en thérapie, à tenter de comprendre ses propres problèmes de fidélité et de communication. De son côté, Camille et moi avons noué une étrange amitié. Pas de romance, rien de tout ça, juste 2 personnes qui avaient traversé la même tempête et qui parlaient la même langue de douleur et de reconstruction. Elle m'a accompagné pendant les moments les plus sombres de mon divorce. Et je l'ai soutenue quand Laurent a déserté la vie de ses enfants. Quand je repense à toute cette histoire, je ne suis pas certain de savoir si ce que nous avons fait était moralement juste ou non. C'était dur, douloureux, impitoyable par moments, et ça a blessé bien au-delà de Laurent et Sophie. Et pourtant, c'était la première fois que quelque chose dans cette situation sonnait aussi vrai. Parfois, la vérité n'a rien d'élégant, elle est brutale, complexe et blesse tout le monde. Mais ça reste la vérité. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis en couple avec une femme pour qui l'honnêteté passe avant le confort. Camille, elle, a trouvé un certain équilibre en étant mère célibataire, ses enfants évoluent enfin dans un cadre stable. Laurent, d'après ce que j'ai entendu, vit quelque part dans un autre état. Peut-être qu'il a compris la leçon, peut-être pas. Je penche pour la deuxième option. Et le plus surprenant, c'est que je suis reconnaissant de tout ce qui s'est passé. Pas pour la douleur ni la trahison, mais pour ce que cette histoire m'a révélé. J'ai compris que j'étais plus résilient que je ne l'imaginais, que je méritais mieux que ce que j'acceptais à l'époque, et que parfois les alliances les plus improbables peuvent nous sauver. L'infidélité de Sophie a détruit la vie que je croyais vouloir, mais elle m'a libéré pour construire celle dont j'avais réellement besoin. Et la vengeance de Camille n'a pas seulement dévoilé la duplicité de Laurent. Elle a exposé la vérité sur nous tous. Avec tout son chaos et sa laideur. Parfois, il faut tout briser pour pouvoir reconstruire. Parfois, il faut laisser l'ancien monde s'effondrer pour laisser la place à quelque chose de meilleur. Voilà mon histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place, et comment vous auriez réagi. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits comme celui-là.